L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, en fonction du moment de la journée où vous nous recevez. Bienvenue à cet entretien exclusif avec Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien président du comité préparatoire des assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, ancien ministre, ancien diplomate, ancien bâtonnier. Nous sommes le lundi 19 février 2024, il y a exactement 34 ans, jour pour jour, date pour date, que s'ouvraient les assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. On en parlera au cours de cet entretien. Nous parlerons également des enseignements que l'on peut tirer de la décision osée et salutaire du Conseil constitutionnel du Sénégal. Bonjour à vous, Maître Robert Dossou. Bonjour, Monsieur Achiro. Merci de nous avoir acceptés chez vous, une fois encore. Merci de m'avoir reçu ou de me recevoir à votre micro. Il y a exactement 34 ans que s'ouvraient les assises de la Conférence nationale des forces de février 1990. Vous avez été le président du comité préparatoire. Ce lundi, jour pour jour, que vous vous retrouvez dans 34 ans après, quelles sont les émotions qui vous animent? C'est une émotion très forte. Parce que ce n'était pas évident. Lorsque le président Mathieu Kérékou m'a fait la confiance de me nommer à la tête du comité préparatoire, il ne nous avait donné aucune instruction. Je dis bien aucune instruction. Et il nous a dit, débrouillez-vous, donnez-moi le schéma. Et nous nous sommes réunis, nous avons commencé le travail. Arrivé à un certain niveau, mes collègues ont décidé que j'aille le rencontrer pour lui faire le point. Il m'a répondu, non, 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 je vous fais confiance. Débrouillez-vous et réussissez-moi cette affaire-là et qu'on n'en parle plus. Ah. J'ai tout dit, il a dit non. J'ai insisté, il a dit non. Bon, je suis retourné voir les collègues, des membres du comité national préparatoire de la conférence nationale. Et ils m'ont dit non, de lui dire que s'il ne se prononce pas sur l'étape que nous venons d'atteindre, que nous allons arrêter, cesser le travail. Et je suis retourné voir le président Kérékou pour lui dire, mes collègues ne veulent plus travailler si vous n'appuyez pas à chaque étape, on doit vous soumettre, vous dites que vous êtes d'accord et on échange, vous nous donnez votre position. Sinon, on ne travaille plus, on va laisser. Alors c'est là qu'il m'a regardé, il dit, bon d'accord. Bon, et je lui ai fait le point. Et son opinion était utile parce qu'il nous a rappelé, c'était le point que je lui faisais, c'est les catégories de gens qu'il faut inviter. On s'est attaqué à cela tout de suite. Et c'est lui qui m'a rappelé le passage de quand on était tout ça au pouvoir,
et un triumvirat militaire, nous les avons pas, nous les avions un peu oubliés. Et il a donné quelques conseils qui ont été utiles. Et pendant toute la préparation, j'avais senti qu'il me faisait une confiance que personne ne m'avait jamais accordée auparavant. Le président Kérékou? Oui, le président Kérékou. J'avais des doutes, je me demandais si cette confiance qu'il me présentait et qu'il présentait aussi à l'ensemble du comité que je présidais, si cette confiance qu'on me manifestait dans la journée n'allait pas être contredite par les visiteurs du soir, parce que je savais que le soir, il y avait des gens qui allaient le voir à la maison pour lui donner des conseils contraires à ce que nous faisions. Et quand nous sommes arrivés à la date du lundi 19, je dois vous avouer que nous étions tous fatigués. Parce que installés en décembre, deuxième quinzaine de décembre 1989, et nous-mêmes, nous avions pris l'initiative d'aller voir le président Kérékou pour lui dire de convoquer la conférence nationale pour le lundi 19 février 1990. Quand j'ai fait cette démarche de la part du comité, il m'a regardé et m'a dit « Mais vous êtes sûr de pouvoir terminer ?» Je lui ai répondu « Président, il y a trop de choses à faire. Et si nous voulons prendre le temps, eh bien, nous serons rattrapés par la violence. » Parce que c'était le problème à l'époque. Il fallait aller très vite. Parce que déjà, lorsque nous avions fait la réunion le 7 décembre entre comité central, le conseil exécutif de l'Assemblée nationale révolutionnaire, c'est-à-dire le bureau du Parlement, et le conseil exécutif national, c'est-à-dire le gouvernement, pour décider que le parti ne sera plus désormais dominant dans l'appareil d'État et ne va plus contrôler l'État. On a proclamé donc la séparation du parti et de l'État, que le marxisme donc va suivre le parti dans la direction que prendra le parti, qu'on ne sera plus camarades et qu'on fera une conférence nationale qui devra se réunir dans le courant du premier trimestre de l'année 1990. Et ce fut déjà un moment de détente. Et les gens oublient une chose aussi, c'est le 28 juillet. Oui. Le 28 juillet 1989, j'étais membre du Parlement révolutionnaire, représentant avec le professeur René Arwansou la catégorie d'enseignants du supérieur au sein de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Et il faut rappeler à ceux qui ne le savent pas, parce que le temps est loin, ceux qui ont 34 ans aujourd'hui n'ont pas vécu cette période et ne peuvent pas savoir. Le Parlement de l'époque était élu sur un fondement de catégories socio-professionnelles. Chaque catégorie élisait 3 fois le nombre de sièges alloués à la catégorie. Les professeurs d'université disposaient de 2 sièges au sein du Parlement et l'Assemblée générale de tous les enseignants de l'université devait élire, en leur sein sur place, devait élire 3 fois le nombre de sièges alloués. Nous, on avait droit à 2 sièges, donc on devait élire 6 personnes. Et sur les 6 personnes, eh bien, le Parlement, le comité central désignait 2, et ces 2 étaient mis sur une liste nationale unique sur laquelle l'électeur allait se prononcer. Donc le 28 juillet 1989, René Arwansou et moi, nous avons été reçus par le chef de l'État, à qui nous avons carrément dit que ça suffisait, qu'il y avait l'échec de son parti et que le marxisme-léninisme n'a pas réussi à nous sortir de la situation de sous-développement
et qu'il fallait donc changer et aller vers le multipartisme et adopter une démocratie pluraliste. Nous avons fait cette déclaration à la radio et à la télévision en sortant de l'audience ce 28 juillet, mais ça n'a pas été diffusé tout de suite, ça a été diffusé le lendemain à 13h, et ça a déjà détendu l'atmosphère parce qu'un discours de ce genre, admis par le chef de l'État, lequel n'a pas appelé l'ORTB, la télévision et la radio officielle pour leur dire ne diffusez pas. Et ça a été diffusé, donc la peur a reculé. Mais cette conférence nationale qui a été organisée, quel en était l'objectif principal? L'objectif était double. Premièrement, passer par une voie pacifique pour faire un changement d'un régime monolithique, idéologique, à un régime libéral et multipartiste où chacun pourra exprimer librement sa pensée. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, créer un socle qui servira de socle à l'ensemble des projets de la société pour faire le développement aussi bien institutionnel, social, économique, culturel, etc. de notre pays. Est-ce que les deux objectifs ont été atteints dans la plénitude des espérances? Non, non, aucunement. Les deux sont d'ailleurs... Le passage pacifique a été pleinement atteint. Pleinement atteint. Ceux qui ont été condamnés à mort, ou mis en prison, ou chassés en exil, sont tombés dans les bras de ceux qui les ont condamnés à mort, emprisonnés ou exilés. Mais cette décision, décision, comment vous l'avez obtenue en ce temps? C'est une longue histoire. Je ne peux pas raconter tout ça, ça va être trop long. C'est à partir de 1982, parce qu'à partir de 1982, j'avais découvert que le président Mathieu Kérékou était quelqu'un qu'on pouvait fréquenter, qu'on pouvait s'approcher de lui parler, lui dire que la voie qu'il a prise est mauvaise et qu'il peut changer. Alors, je l'ai su à partir du cas des anciens présidents de la République, parce que lorsque le putsch du 26 octobre est arrivé, les trois présidents qui composaient le triumvirat de l'époque, ce que nous avons appelé le monstre à trois têtes, ce que nous avons appelé à l'époque le monstre à trois têtes, président Maga, président Aoumadegbe, président Akpiti. Alors, les militaires les ont arrêtés tous les trois et les ont mis en résidence surveillée à Boyikon. Mais en 1982, par un circuit, je ne veux pas donner le détail, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, j'ai réussi à faire entreprendre Mathieu Kérékou par quelqu'un d'autre qui l'a fait spontanément, après avoir, sous ma pression d'ailleurs, il l'a fait spontanément et pour dire que le temps est passé et qu'il était temps de libérer les anciens présidents. Vraiment, il fallait les libérer. Et la personne a convaincu le président Kérékou. Et Kérékou lui a dit, mais si je les libère maintenant, vous êtes sûr, ils ne feront pas de troubles, ils ne vont rien faire dans le pays. L'autre lui a dit, mais les jeunes qui avaient 10 ans, quand vous les avez enfermés, ont 20 ans, ils ne les connaissent pas. Les jeunes qui couraient les campagnes pour eux, la plupart sont décédés ou ils sont trop vieux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et vous, vous êtes déjà établis là. Et il a dit, d'accord, je les libère. Et ce qui m'a plu, le lendemain matin, il a envoyé un ministre, Nidéou, Justin, paix à son âme, et quelques ministres, ils sont partis à Boyikon, ils ont libéré. À partir de ce jour, j'ai commencé à demander audience. Pour tout. S'il y a quelque chose, une injustice quelque part, il m'écoutait. Et quand il promettait, il faisait. Donc tout cela a connu une réussite grâce à son sens d'écoute. Pardon? Tout cela a connu une réussite grâce à son sens d'écoute. Ah non, c'est formidable. Alors, ce rapprochement, et moi, comme je n'ai pas ma langue dans ma poche, lorsque le père de Bertin Borna, qui est exilé, condamné, je ne sais pas combien de fois, et exilé à Dakar,
Chaque fois que je passais à Dakar, je déjeunais au dîner avec lui. Et une fois que je suis passé à Dakar, il avait perdu son père. Il n'a pas pu venir aux obsèques. Quand je suis rentré, j'ai demandé audience. Le président m'a reçu. J'ai dit au président, j'arrive de Dakar. J'arrive de Dakar, j'ai déjeuné avec Bertin Borna. Il a perdu son père, il n'a pas pu venir. Ça suffit, président. Mettez fin à cette question d'exilés volontaires et qu'on n'en parle plus, sortez les détenus politiques. Il m'a regardé, il dit bon, qu'il m'a écouté. Il n'a pas commenté. Bon, mais moi j'ai dit ce que j'avais. Donc, à part de lui dire des petits mots comme ça, je crois que ça fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis ce jour, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Vous me connaissez, vous m'avez interviewé. J'ai un franc-parler que je ne peux plus perdre à mon âge. Donc, ça m'a créé cette confiance. Et c'est cette confiance qui a fait que j'ai décidé d'aller lui clasher la vérité le 28 juillet. Et René Ahouansou, qui a fait une séance de travail avec moi, a accepté. Donc, le premier objectif a été atteint pleinement. Complètement. Et le second, non. Oui. Le second a été un peu chaotique. Et aujourd'hui, le second est freiné, remis en cause d'ailleurs, parce que la conférence nationale a bien dit multipartisme intégral. Ça n'a pas été dit au hasard. Pourquoi? Parce que la liberté ne s'emprisonne pas. C'est sur ce terrain de l'option politique, de la visée que chaque individu ou chaque groupe d'individus a sur sa société, que les gens constituent leur parti politique. Peu importe si nous avons 200, 2000 partis politiques, ça ne gêne personne. Ah bon, vous pensez? Je suis convaincu. Parce que les partis politiques vont mourir. Mais le premier parti politique qui a eu Baobab comme symbole au Bénin, ce n'est pas le mien. J'ai fait campagne avec le Baobab. Après, j'ai laissé tomber le Baobab pour aller faire campagne avec le Kori. Et en temps, je suis rentré à la Cour constitutionnelle. Et au sortir de la Cour constitutionnelle, je n'ai plus repris aucune activité politique. Oui, justement, cette Et donc, politique... ayant abandonné mon Baobab, l'Union progressiste, puis le renouveau, se sont appropriés mon Baobab. Bon, les gens dans mon fief, parfois m'appellent, c'est vous. Je dis oui, puisque je suis plus à rien, je dis oui à tout, votez pour qui vous voulez. Donc les espérances de la conférence nationale n'ont pas été complètement couvertes. Ça a été couvert un temps, mais la patience qu'exigent des gouvernants, la gestion des contradictions d'une démocratie, cette patience nous a manqué. Ça manque aujourd'hui. Et on est pressé de voir réduire les partis. C'est une question de longue histoire. C'est une question historique. Il faut attendre l'histoire construire l'institution. Il faut attendre que les acteurs politiques soient conscientisés au fur et à mesure de ce qui est conforme aux exigences de la construction des institutions et de la construction de l'économie et du social et même de la culture d'une nation. Donc vous voulez dire que la réforme du système partisan qui a été effectuée en 2019 n'est pas pertinente? Non, je suis contre. Moi, j'ai toujours dit haut et fort. Je suis clairement contre. Et j'ai toujours voulu un débat entre les tenants de ces réformes-là et moi. Ça n'a jamais eu lieu. La preuve, ces réformes créent des crispations. Vous-même, vous le savez, je vous ai donné une interview un jour, je l'ai dit, est-ce que tout le monde est à l'aise là? Personne n'est à l'aise. Les trucs sont bouclés, plombés. Mais est-ce que cette réforme, vous ne le voyez pas clair dans le paysage politique? Qu'appelez-vous voir clair? Qu'appelez-vous paysage politique? Qu'appelez-vous paysage politique? Il faudrait me définir ça. Le paysage politique, moi je ne veux pas un paysage de beauté, d'esthétique, pour présenter que, ah oui, je n'ai que 2 partis, je n'ai que 3 partis. C'est pour l'homme
que nous avons fait la conférence nationale. C'est pour l'homme que les citoyens élisent des gens pour les gouverner. Mais nous devons mettre l'homme au cœur de tous nos projets. Si nous ne mettons pas l'homme au cœur du projet et que nous voulons le paysage politique, mais nous oublions que l'ordre naît du chaos. Ce que vous percevez comme un chaos peut être sûrement la construction pour demain de ce qui va être durable. Donc, je dis que de ce côté, mais ce qui est bon dans la conférence nationale, oui, c'est que le principe de démocratie est ancré. Maintenant, ce sont ces modalités que les gens essayent de... Parce que même ceux qui tordent le cou à la démocratie ne disent pas qu'il ne faut pas de démocratie. Et ils nous disent que c'est la meilleure démocratie qui soit. Et moi, je dis une démocratie où des gens se retrouvent en prison pour avoir donné leur opinion n'est pas une démocratie. Je dis, non, ça là, je dis ce que je dis. Au nom de la liberté d'expression, on peut se permettre de tout dire. Mais lorsque je dis, par exemple, que le système électoral n'est pas bon, est-ce que j'ai péché? J'ai incité quelqu'un et je me retrouve en prison. Lorsque je dis que prolonger la durée de mandat d'un chef d'État, que ce n'est pas bon, techniquement, et je me retrouve en prison, vous croyez que c'est bon? Je dis que ce n'est pas bon. Et ça là, je le dis, et il faut le dire clairement et complètement, il faut le dire. Il faut le dire parce que vous le dites aujourd'hui. Si on ne voit pas aujourd'hui que ce n'est pas bon, demain, on se souviendra que quelqu'un dira que ce n'est pas bon. Et moi, il m'est arrivé, ma grand-mère en 1964 m'a dit quelque chose parce que j'étais président de l'UGED. L'UGED avait été interdite en 1961, en avril 1961, et au renversement de Maga en 1963, en octobre 1963, nous avons fait un grand congrès ici à Cotonou en août 1964, et donc j'ai occupé la radio, tout ça. Et puis quand j'ai été saluer ma grand-mère au village, elle m'a dit, ah, viens mon fils. Il paraît que ce qui est arrivé dans le pays qu'on appelle politique, qui toi aussi tu es dedans. Je ne veux pas. Ils sont faux, menteurs. Et ils vont t'embrasser par devant, vous tournez le dos, ils vont t'embrasser, ils vont te poignarder dans le dos. Ma grand-mère m'a dit ça, j'ai rigolé. Oh, la vieille là raconte des histoires. Mais dans la réalité, après pratique, je me suis rendu compte. Vous avez vécu cela. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dire quand on pense. C'est pour ça que celui qui est au pouvoir, le matin quand il se lève, que dit mon opposition sur moi et sur ma politique? Moi, on m'a appris ça très tôt, au niveau de la FEANF à l'époque, au début des années 1960. Nous avions Le Pen qui était dans le mouvement étudiant d'extrême droite. Nous aussi, on était étudiants et je m'étais très fort dans une association, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, dont je suis devenu président quelques années après. Mais nous nous sommes conseillés entre nous que tous les matins, le groupe des étudiants d'extrême droite qui attaquent les nègres et consorts, les Le Pen et M. Dide, lui, il était plus âgé qu'eux, il était député d'extrême droite. Tout ce que ces gens racontaient dans le Figaro, il fallait qu'on lise. Et tous les matins, moi, je lisais ça d'abord. Donc, que celui qui ne partage pas votre opinion, votre machin, dise des choses. Mais vous pouvez, ça peut vous permettre d'améliorer ce que vous avez choisi. C'est pour cela que je dis que l'espérance de ce côté de la conférence nationale a laissé survivre le principe de la démocratie. Ça là, on pourra le conjuguer, la démocratie, retourner la démocratie. On ne peut plus enlever ça dans la conscience du peuple. Alors, comme je disais à l'entame de cet entretien, nous sommes le lundi 19 février, il y a exactement 34 ans, jour pour jour, date pour date. Quelle était l'atmosphère dans laquelle les assises ont démarré? Les assises ont démarré dans une série d'interrogations. D'abord, de la part des membres du comité préparatoire. J'ai dit tout à l'heure que nous étions épuisés parce qu'on a travaillé coup sur coup. Une fois qu'on a fixé la date de la conférence nationale, on travaillait jusqu'à 5h, 5h30 du matin. On rentrait chez nous. À 8h, nous étions dans nos ministères parce qu'on était tous les membres étaient tous des ministres. On rentrait dans nos ministères et à 10h, on se retrouvait au ministère de l'Intérieur jusqu'au lendemain, 5h du matin. On mangeait des sandwichs sur place. Sur place.
Mais j'ai un chauffeur qui est tombé malade, ça, j'ai un autre qui a divorcé, et nous tous, les derniers jours, tout le monde était malade. J'ai dû obliger certains membres, même mon vice-président, je dis, toi, tu rentres. Parce que si lundi, je ne peux pas me lever pour être à la conférence, au moins toi, mon vice-président, tu seras donc rentre chez toi dormir. Et le dimanche qui a précédé l'ouverture de la conférence nationale, nous avons travaillé à trois d'abord, Batoko Ousmane, Abdou Saliou et moi. Puis quand j'ai terminé avec Abdou Saliou, je lui ai dit, toi, va dormir. Et je suis resté là seul avec Batoko Ousmane jusqu'à 7h du matin. Et je dois saluer l'imprimerie Minute de Zakari Huntonji. Je l'avais mis en alerte pour les 2 derniers documents préparatoire de la conférence nationale, et il a tenu en éveil tout son personnel toute la nuit du samedi 17 au dimanche 18 février. Et c'est à 8h du matin, 8h30 du matin, que je lui ai envoyé les 2 derniers documents, parce qu'on l'a fait manuscrit. Je suis allé seul après dans mon ministère et ma secrétaire a saisi mes plantons, mon garde-corps. Ils ont fait le tirage et on a préparé tout ça et ils sont partis porter cela à l'imprimerie Minute. Et le lendemain, lundi avant 8h, le 19 février 1990, avant 8h, ils ont tout livré. Et je dois saluer l'imprimeur et son équipe aussi. Est-ce que vous n'avez pas eu des regrets à l'issue des assises? Non, j'ai eu une satisfaction, aucun regret. Ce que j'ai déclaré, c'est que j'ai déclaré que c'était le bonheur d'un calvaire, parce que ça a été très difficile. On nous traitait de tous les noms, on nous insultait, et tout le monde ne voyait pas d'un bon œil ce que nous faisions. Les uns n'avaient aucune confiance. Les autres avaient vraiment des doutes, croyaient que bon, nous, on voulait casser les choses. Bon, on s'en est sorti. Et puis, je dois dire que quand nous avons regardé la salle, que tout le monde est arrivé, des délégations sont arrivées même en surnombre. Et il a fallu, comme nous on était membres du gouvernement, nous avons préparé les dossiers de cette délégation et nous avons filé ces dossiers au comité, au présidium de la conférence nationale. Alors, le plus grand héritage des Béninois de 90 est la constitution qui a été adoptée le 11 décembre 1990. Maître Robert Dossou, vous y avez contribué. Est-ce qu'aujourd'hui, au fil des années, au fil de l'évolution des choses, est-ce que selon vous, cette constitution ne mérite pas de réajustement? Oui, ça a besoin de réajustement, mais pas dans n'importe quelle condition. Et il faut un certain nombre d'éléments pour que l'on révise la Constitution. Il faut d'abord qu'on relève les points qui posent problème. Pour vous, qui l'avez expérimenté, oui. Non, je ne veux pas aller dans les détails de ceci, puisque au fur et à mesure de la pratique, il y a des choses qui sont révélées et que l'on peut modifier. Deuxièmement, premièrement, les choses qui sont révélées et qu'on peut modifier. Ensuite, il y a des choses que nous prenions pour des évidences. Nous, juristes ou autres, on prenait pour des évidences et qui, dans la pratique, ont été mal mises en œuvre. Et nous, rédacteurs de cette Constitution, nous nous demandons s'il n'aurait pas mieux valu les expliciter, ces points-là, dans la Constitution. Et enfin, il y a la procédure. Cette Constitution-là, l'avant-projet de cette Constitution du 11 décembre 1990 a été rédigé par une commission constitutionnelle élue par la Conférence nationale. C'est cette commission élue par la Conférence nationale qui s'est réunie, qui a préparé l'avant-projet, a envoyé l'avant-projet au Conseil de la République présidé par Monseigneur de Souza. Et après, quand le Haut Conseil de la République a adopté le projet, a transformé notre avant-projet en projet,
il y a eu une campagne pour le référendum. J'ai à ce sujet parcouru l'ensemble du territoire national. Et les gens ont critiqué, ont fait des suggestions, puis le Haut Conseil de la République a regroupé les critiques qu'on a envoyées à la Commission constitutionnelle. La Commission constitutionnelle a intégré les critiques qu'on a estimées justes. Par exemple, vous verrez que dans la Constitution, il est dit que tout militaire qui voudrait se présenter à une élection doit donner sa démission de l'armée avant de déposer sa candidature. Nous avons mis que tout militaire, dès son élection, doit démissionner de l'armée. C'est lors de la popularisation du projet que dans les casernes, les militaires ont dit non. Il faut qu'ils démissionnent tout de suite avant d'aller être candidat. Parce que s'ils restent encore militaires, parce que ce sont les chefs, les officiers qui vont être candidats, s'ils restent encore chefs qui se présentent à une élection et qu'il échoue et qu'il n'est pas content, il viendra nous lever nous autres pour faire putsch. Donc, il doit démissionner avant de déposer sa candidature. Nous avons trouvé que le raisonnement est pertinent et nous l'avons adopté, le Haut Conseil de la République a accepté et le référendum a approuvé. Vous voyez, c'est ce qui est bon dans la patience qu'il faut avoir pour s'assurer de la manière la plus transparente de la contribution de tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. Ce n'est pas nuitamment qu'on va se prendre X, Y, Z pour dire qu'on a fait une table ronde. Et non, je dis non. Il faut être un peu loyal vis-à-vis des citoyens et ne pas prendre le citoyen comme des... Cette semaine, le mercredi prochain, il y aura une session extraordinaire. Les députés éventuellement vont se pencher sur la loi initiée, la proposition de loi du député Hassan Seibou portant révision de la Constitution. Vous avez sûrement lu sur cette proposition de loi. Certains juristes estiment par exemple que normalement, dans un régime présidentiel, on doit effectuer la présidentielle avant les élections législatives et communales. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la règle qui dit ça? Quelle est la règle qui dit ça et dans quel pays on a fait un raisonnement de ce genre pour aboutir à cela? J'ai dit et toujours dit que le régime présidentiel, je m'insurge réellement contre les juristes qui, dès qu'ils s'engagent en politique, ils perdent leur science, ils perdent la logique qui était naguère la leur pour substituer une nouvelle logique proprio motu ou je ne sais pas ce que je dois dire à leurs intérêts ou les intérêts qu'ils ont décidé de servir et la science disparaît. Si bien donc que nous autres juristes, quand les gens nous écoutent, ils se disent mais votre matière là, est-ce que c'est une science? Regardez à Dakar. J'ai un ami qui est membre du gouvernement de Macky Sall et que j'aime beaucoup. C'est un garçon très intelligent et très brillant. Je ne donne pas son nom. Qui a soutenu contre les games. Quelque chose sur la loi votée par le Parlement sénégalais. Bon, alors que l'unanimité pratiquement des constitutionnalistes de son pays, plus de 100, ils ont signé des pétitions qui disent le contraire et ce qu'ils ont dit là est conforme à ce que la constitution sénégalaise dit et dans la ligne de ce que le Conseil constitutionnel du Sénégal a décidé. Alors ici au Bénin, c'est pareil, on voit plein de gens très forts, des gens brillants que moi j'ai connus comme des gens brillants et qui, dans qui s'engagent en politique, ils brillent autrement, de manière contraire à la manière, donc, à la brillance qu'ils m'avaient. Cette règle n'existe pas. Cette règle n'existe nulle part. C'est pour leur circonstance. Qui nous disent, qui me donnent, est-ce que vous ont donné un seul exemple? Parce que le régime présidentiel est le régime le plus fort de séparation des pouvoirs. C'est le régime le plus fort de séparation des pouvoirs. On ne peut pas subordonner une élection à l'autre. Ça, c'est les tendances pour transformer. Ce que je vous ai déjà eu sur la question de constitution, et j'ai eu à vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui au Bénin qui sont en train
de légaliser la transformation d'un régime présidentiel en régime présidentialiste. C'est ça le problème. Quelle est la nuance que vous faites entre présidentialiste Non, je vous ai déjà donné cette... je l'ai déjà dit. Pour ceux qui n'ont pas non, le régime rendez-vous, présidentialiste, c'est un régime dans lequel seul le président de la République compte. Tous les autres organes de contre-pouvoir, assemblée, tout ça, sont subordonnés aux décisions du président. Alors, Tandis que le régime présidentiel, c'est l'indépendant de chaque organe. Il y a des organes dits de contre-pouvoir. Et les deux organes principaux dans notre pays, le Bénin, c'est la Cour constitutionnelle d'un côté, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de l'autre. Et c'est les droits de l'homme que les deux doivent garantir. La haute autorité, c'est garantir la liberté de la presse et surveiller la déontologie de la presse. Mais l'impression que, à partir d'une certaine année, la HAC a commencé à donner, c'est qu'elle est beaucoup plus un instrument de répression contre la presse qu'un instrument pour protéger la liberté de la presse. C'est la vérité. Alors, Maître Bassou, pour finir avec ce devoir de mémoire... Et ce n'est pas au Bénin seul, c'est un mal africain qui... Pour finir avec ce devoir, avant d'aborder le cas du Sénégal, 34 ans après les assises de la Conférence nationale, cette semaine, la révision de la Constitution est en débat. Quel est le message que vous avez envoyé à toute la classe politique sénégalaise? Non, béninoise, y compris... non, moi je vais plus loin. Je vais plus loin. Si j'ai un message, c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique parce que le problème qui se pose ici et là, et qui s'est posé, qui se pose encore au Sénégal, c'est un problème pour toute l'Afrique. Et plus spécifiquement, c'est un problème qui interpelle la CEDEAO, toute la CEDEAO. Et je dois rappeler à cet égard que il y a un protocole de la CEDEAO qui a érigé chaque ressortissant de chacun des États membres de la CEDEAO en citoyen de la CEDEAO. Donc, nous sommes des citoyens de la CEDEAO. Chaque citoyen de chacune de nos nations est en même temps citoyen de la CEDEAO. Ce qui signifie que nous avons des droits et des obligations dans l'espace de la CEDEAO, à un point tel que lorsque un risque survient quelque part susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité, nous sommes concernés. Le risque qui surgit au Sénégal vous concerne, vous, Béninois. Le risque qui survient au Togo vous concerne aussi, vous, Béninois. Donc, je fais ce préalable avant de vous dire ce que je pense. Et je dois dire que je félicite réellement le Conseil constitutionnel. Là, vous abordez directement la question du Sénégal. Oui, c'est... Ma question, c'était le message à l'endroit de la classe politique béninoise dans cette semaine où le mercredi prochain, il y aura une session extraordinaire au cours de laquelle sera examinée la proposition de loi portant révision de la Constitution. Moi, j'ai exprimé mon opinion sur ce projet de loi. J'ai déjà eu à dire dans une interview, je ne sais plus si c'est à vous que je l'ai accordé ou à l'un d'entre vous, je ne sais pas. J'ai dit qu'on ne touche pas à la durée du mandat. La question du nombre de mandats, pour moi, est réglée. Au Bénin, c'est réglé. Je n'ai pas noté que le chef de l'État actuel voudrait un troisième mandat, a exprimé en faveur d'un troisième mandat. Donc, dans la Constitution de 2019, c'est bien réglé. La question du nombre de mandats, pour moi, n'est pas à l'ordre du jour. Mais par contre, ce qui est fortement à l'ordre du jour, c'est faire de la durée du mandat un yo-yo. À une réforme, on prolonge, on ajoute 45 jours. Puis, deuxième réforme, on abrège la durée. Non, ce n'est pas normal. C'est dans la philosophie même de chaque constitution. Celui qui se pénètre d'une philosophie de la Constitution ne peut pas soutenir ce yo-yo de durée, dans la durée. Ce n'est pas bon. Et c'est la question qui s'est posée récemment au Sénégal. Donc, j'invite
J'invite les députés à lire attentivement l'article 114 de la Constitution qui comporte la même chose, la même idée que l'article 92 de la Constitution du Sénégal et qui, au Sénégal, est encore pire, a été expressément exprimé et dit à l'article 103 de la Constitution sénégalaise. C'est dit expressément que on ne touche pas à la durée du mandat. Chez nous, ce n'est pas dit expressément, mais c'est induit de l'ensemble de notre Constitution. Sinon, si on dit que, par exemple, je donne une hypothèse qui n'est pas du tout une hypothèse d'école, sous prétexte de faire révision constitutionnelle, on décide qu'on prend une loi constitutionnelle pour telle raison et que pour telle raison, cette loi constitutionnelle prolonge le mandat actuel de 3 ans. Puis quand les 3 ans approchent, comme on a la majorité, on invente encore autre chose et on prolonge de 2 ans. Ça aurait fait 3 mandats. Mais si on s'amuse avec la durée, avec les questions de durée, on peut contourner d'autres prescriptions fermes, explicites et claires dans la Constitution. C'est pour cela que moi, je ne suis pas partisan. Maintenant, je ne suis pas député, je ne siège pas là-bas. Ils feront ce que leur conscience va leur dicter et nous aviserons. Un mot à l'endroit des dirigeants actuels du Bénin? Pardon? Un mot à l'endroit des dirigeants actuels du Bénin en cette situation? Non, je demande à chacun que Dieu l'éclaire et que chacun prenne ses responsabilités. Mais si l'éclairage de Dieu est là, nous sommes en période de carême pour les chrétiens. Si cet éclairage les atteint, ils ne vont pas voter cette loi-là. Maître Robert Oussou, on vous aura compris. Nous revenons maintenant au Sénégal que vous avez commencé à aborder tout à l'heure. Avez-vous été surpris par la décision du Conseil constitutionnel? J'ai été plus que enchanté. Agréablement surpris. Pourquoi? Parce que j'ai été membre fondateur en 2011 de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Et j'ai assuré le premier mandat de présidence à la tête de cette organisation. J'ai sillonné toute l'Afrique pour demander à ceux qui n'étaient pas au Congrès constitutif de se joindre à nous. Et avant le Congrès constitutif, le Conseil constitutionnel du Sénégal était dirigé par une de mes sœurs aînées avec qui j'ai fait le lycée Victor Ballot, Mireille Ndiaye, née Bremer. Elle et son frère Yves, paix à leurs âmes à tous deux. Et ils ont fait le lycée Victor Ballot avec nous à Porto Novo. Elle était un peu de quelques années en avance sur moi au lycée. Et j'ai été la voir. Elle s'est mariée à un Sénégalais. Et j'ai été la voir pour que le Sénégal puisse être présent au congrès constitutif de la conférence que nous avons tenu de congrès pour la naissance de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Alger. Mais j'ai tellement insisté qu'elle a délégué son vice-président, Isaac Yakuba Ndiaye, qui est un professeur d'université, et pour obliger le Sénégal à rentrer dans la conférence, nous l'avons porté, Isaac Nyankoba Ndiaye, nous l'avons porté élu comme le premier secrétaire général de cette conférence dont j'ai été président et dont je suis aujourd'hui président d'honneur. De la même manière, bien que avant que j'entre à la Cour constitutionnelle, s'est créée l'association des cours constitutionnels francophones, la PUF. Et ces deux organisations ont joué
sur le front du contrôle de constitutionnalité un rôle très important. Et je salue à l'occasion les deux principaux initiateurs, Roland Dumas et Marie-Madeleine Boranso du Gabon, qui ont porté la CUIF sur les fonds baptismaux, aidés par la francophonie à l'époque. Ces deux organisations ont permis l'échange d'expériences entre les cours constitutionnels. Ça a été extraordinaire. J'ai poussé un peu à la solidarité entre les cours constitutionnels. Je n'ai pas eu un succès toujours égal. Mais l'échange d'expériences a été quelque chose de formidable et je crois que le Sénégal fait honneur aujourd'hui, en tout cas, aux juridictions constitutionnelles africaines. Alors, est-ce que le président Macky Sall est fragilisé par cette décision du Conseil constitutionnel? Moi, je pense qu'il est plutôt sauvé. Il est sauvé parce que c'est lui qui est le déclencheur. Il a déclenché par son décret du 3 février, annulant le décret ayant convoqué pour le 25 février. C'est le premier acte dommageable qu'il a créé pour la démocratie sénégalaise, suivi par la loi. Et le Conseil constitutionnel a annulé ces deux lois. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que cette décision, appuyée par des démarches discrètes, officieuses, venant de plusieurs horizons. Mais les horizons en tête, c'est Pierre Goudiaby à Tepa, et d'un côté, et le centre Africa Jom de Alioune Tine de l'autre, appuyé par un dernier communiqué de l'ancien président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, qui lui ne se mêle plus jamais de rien depuis qu'il a quitté le pouvoir. Il s'est même éloigné du Sénégal pour c'est une bonne posture, selon vous? Et chacun fait sa posture. Moi j'ai fait la mienne aussi. Je me suis éloigné de tout ce qui est parti politique. Donc, lui, il a été chef d'État, c'est à un niveau plus élevé. Et il ne peut pas rester impunément à Dakar sans être souvent dérangé pour ci ou ça. Et peut-être qu'on peut l'impliquer dans une histoire où il n'est pas du tout. Alors, mais il a fait un communiqué, un deuxième communiqué. Il a fait un premier communiqué avec l'ancien président Ouad. Et puis, il a fait un deuxième communiqué qui a été édifiant. Mais maintenant, là, vous me dites si ça n'a pas fait honte. Ça ne fragilise pas. Ça ne le fragilise pas. Le droit ne fragilise pas. La bonne application du droit ne fragilise pas. C'est lui-même qui s'est fragilisé au départ en visant des gens susceptibles de le remplacer au pouvoir en les mettant en prison. Ça, c'était des signes précurseurs depuis longtemps. Et on n'avait rien dit. Et puis petit à petit, ça a commencé. Et puis, on arrive maintenant à perturber une élection lancée au début même de cette élection. Non, ça ne fragilise pas. C'est ces actes à lui qui avaient fragilisé. Et maintenant, ça lui donne l'occasion de sortir par une belle porte. À lui de le saisir. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut que son décret de convocation de corps électoral soit pris immédiatement. Il n'a plus de temps. Immédiatement, parce que le Conseil oui, je dis bien immédiatement parce que le 2 avril, si ma mémoire est exacte, il n'a plus de pouvoir. Voilà, justement, le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que le mandat n'est pas extensible. Voilà. Lorsqu'il n'aura pas convoqué le corps électoral avant le 2 avril, alors que va-t-il se passer? Doit-il démissionner ou... Non, il peut se passer deux choses. Soit les organes de gestion de l'élection, ces organes de gestion des élections, c'est le ministère de l'Intérieur, la commission électorale et le chef de l'État qui convoque le corps électoral. L'un de ces organes ou tous ces organes peuvent saisir le Conseil constitutionnel avec des arguments qu'ils vont mettre devant. Le Conseil constitutionnel va examiner ces arguments et va décider si l'on peut proroger un peu le mandat du chef de l'État
Parce que si l'on lit toute la constitution du Sénégal, on se rend compte que le chef de l'État sénégalais, une fois qu'il a pris son décret pour convoquer le corps électoral, n'a plus strictement rien à voir dans le déroulement, le processus électoral. S'il faut modifier la date du vote, c'est le Conseil constitutionnel. S'il faut porter modification à la liste électorale, c'est le Conseil constitutionnel. S'il faut affirmer, établir la liste des candidats, c'est le Conseil constitutionnel. S'il faut modifier ça, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, à partir de ce moment, tout va au Conseil constitutionnel. C'est arrivé à plusieurs reprises au Bénin ici. Et donc, je ne vais pas vous rappeler, vous mettre tout ça en mémoire. Donc, le Conseil constitutionnel du Sénégal, qui, au terme de l'article 92 de la Constitution, a le pouvoir exclusif de réguler les élections nationales dans ce pays-là. Donc, le Conseil constitutionnel peut proroger. Mais, à défaut, si ça doit durer, eh bien, le chef de l'État, il va passer service au président de l'Assemblée nationale pour organiser les élections. C'est le schéma que moi je vois. Mais j'espère Il y a un dialogue national qui est... Non, on ne peut pas faire de dialogue national. Mais vous voyez le temps qu'il faut pour préparer un dialogue inclusif. S'ils réussissent et qu'il y a une unanimité pour si ou pour telle ou telle solution, c'est tant mieux. Est-ce que le dialogue national lui-même peut proroger le mandat unilatéralement à l'issue d'un consensus? Non, même le dialogue national ne peut pas violer la Constitution. C'est ça. Même s'ils le font, il faut que ce soit le Conseil constitutionnel qui avalise. Même si le dialogue national... Parce que si vous faites dialogue national, c'est un organe non prévu par la Constitution. Mais le règne actuel du pouvoir établi, le pouvoir établi actuellement est établi sur la base de la Constitution sénégalaise de 2001, amendée un certain nombre de fois. Alors, quel est le message que cette décision de ce Conseil constitutionnel envoie aux autres cours constitutionnels de la sous-région? De suivre l'exemple. De suivre l'exemple. Et ce n'est pas... je dois rappeler qu'il y a eu d'autres cours constitutionnels qui ont fait des choses extraordinaires, comme la Cour suprême du Kenya à plusieurs reprises a été très ferme sur un certain nombre de choses. La Cour constitutionnelle du Niger, au moment de la politique de Tazarché, de Tandja, a été admirable avant d'être cassée et remplacée par une nouvelle composition. Je me demande si au Sénégal, ça n'a pas failli arriver. Je me demande. Alors, lorsque vous voyez un peu les enjeux aujourd'hui, il est annoncé que des prisonniers sont en train d'être libérés de part et d'autre. Est-ce que vous pensez que Macky Sall pourra quand même, malgré tout, avoir une descente en douce? Macky Sall? Oui, malgré tout. Oui, mais il est sur la voie. Mais je dis, la seule chose que je dis, c'est que les interventions de Pierre Goudiaby et consorts ont tendu à ce qu'ils dégèlent l'atmosphère en libérant les détenus politiques. Parce que la conférence nationale du Bénin n'a pas dit que si quelqu'un exprime une opinion qui ne plaît pas aux gens du pouvoir, qu'on le mette en prison ou qu'on ferme sa radio pendant 2 ans. Non, il y a un problème là. Donc, alors, aujourd'hui, au Sénégal, la voie est ouverte pour qu'il y ait un apaisement total et que les rancœurs que le pouvoir puisse susciter contre lui puissent s'atténuer, sinon disparaître. C'est ce que je lui souhaite. Donc, il est sur la voie de redorer un peu son blason pour la fin de son mandat. Il faut qu'il puisse suivre. Mais si on prétexte d'un dialogue et que les gens ne sont pas d'accord, ça va perdre du temps. Parce qu'il n'y a plus de temps à perdre pour organiser les élections. Il n'y a plus de temps à perdre, selon vous? Non, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps parce qu'il y a de tout pour l'élection présidentielle au Sénégal. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Actualité oblige, je m'en voudrais vous poser une question par rapport à votre opinion sur le Burkina. Un avocat a été arrêté hors toute procédure. Un ministre arrêté puis envoyé au front. Plusieurs personnalités sont arrêtées. Plusieurs personnalités, oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais un régime militaire qui arrive ne peut jamais arriver au pouvoir sans faire l'autoritarisme et la dictature. Ça là, c'est connu. Vous avez vu un régime militaire qui vient de la démocratie? Non. Donc pour vous, au Mali, au Niger, au Burkina, on n'est pas en démocratie? Jamais. Pour moi, non. Ils ont fait. Moi, je les ai aidés un temps pour aller aux élections. J'ai été invité au Mali, je suis allé. On m'a bien reçu. J'ai eu l'honneur de rencontrer certains ministres, le ministre de la Défense, par exemple. On m'a invité à Conakry aussi, je suis allé. Mais personne ne m'a empêché de parler parce que moi, je suis expert étranger qui arrive, on me pose une question, moi, je réponds comme je le peux. Parce que je dis à tous ces gens-là qu'ils sont condamnés à s'en sortir avec tous les défis qu'ils lancent. Aucun d'eux n'a pris le pouvoir pour faire du panafricanisme, pour faire le patriotisme. Ils ont pris le pouvoir chacun pour sa raison. Je mets de côté le cas du Mali qui est un peu spécifique et qui a pris, le putsch a pris un relais, le relais d'un mouvement populaire de rue qui a duré. Ce mouvement a duré des semaines, et ils ont mis fin à cela. Mais un autre putsch est intervenu à l'intérieur du putsch. Il y a deux des États qui ont vu putsch à l'intérieur du putsch, le Burkina Faso et le Mali. À eux tous, je souhaite qu'ils s'en sortent. Parce que ce sont mes frères qui sont là. Ablassé Ouedraogo, on a travaillé ensemble, je connais très bien. Yves Hervé Kam, l'avocat qui a été arrêté sans les procédures prescrites par le règlement de l'UEMOA organisant les avocats. Un avocat, quel que soit le crime qu'on lui reproche, ne peut pas être arrêté en dehors de la position du procureur général et l'avis préalable du bâtonnier de l'ordre des avocats. Ça, c'est une règle absolue. Et le barreau du Burkina Faso a fait une grève le 15 février dernier, appuyé, salué par les autres barreaux. J'aurais aimé voir les autres barreaux de l'UEMOA faire la même grève de soutien. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont discuté entre eux. J'ai eu quelques entretiens téléphoniques avec certains des bâtonniers. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Mais ils ont apporté leur soutien aux confrères du Burkina Faso. Et la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune aussi, la CIB, a également affirmé son soutien. Quelle est votre appréciation de ce vent de panafricanisme qui se fait monter de plus en plus en Afrique aujourd'hui? C'est tout à fait normal. Il faut remonter aux luttes de libération nationale, les luttes de libération nationale. Il n'y a pas eu un seul mouvement de lutte pour l'indépendance qui, de 1946 à notre indépendance en 1960, qui n'ait pas eu la préoccupation du panafricanisme. Le mouvement panafricaniste est né aux Antilles, aux États-Unis, en vue du retour des anciens esclaves sur le continent africain, et cela a dégénéré aussi, donc cela a évolué dans l'unité africaine, et nous avons compris à l'époque de la lutte pour l'indépendance que les petits territoires créés à la cordée au hasard des conquêtes ne sont pas viables et qu'il faut aller à l'indépendance par le biais de l'intégration du panafricanisme. Et c'est ce qui fait qu'en 1958, il y a eu 2 congrès à Accra, sous l'égide de Kwame Nkrumah, congrès des peuples africains et congrès des mouvements de libération nationale africaine également. Alors, nous ne pouvons pas aujourd'hui vouloir le progrès de nos pays respectifs sans l'inscrire dans un programme d'intégration entre plusieurs États. C'est ça le panafricanisme.
pour nous. Maintenant, des jeunes, de nouvelles générations peuvent y mettre un autre. Et on estime que la France contenu. est la cause de tous nos malheurs en Afrique. Oh non, on ne peut pas dire ça non plus. Parce qu'en 1960, nous avons eu la possibilité d'être indépendants. Nous ne l'avons pas fait. Ah bon? Ah oui, nous n'avons pas fait. Pourquoi? Et parce que nous n'avons pas l'engagement. Nous n'avions pas l'engagement qu'il faut. Et Nous avons il faut l'engagement dire pour être aussi que indépendants. nous n'avions pas pris l'engagement d'être véritablement indépendants. Parce que Cet engagement il consistait il y à a quoi? même les États qui ont pris les armes pour arriver à l'indépendance, quelques années après, cette faveur s'est transformée en dictature ou en détournement, dictature et détournement des biens. Alors, à partir de ce moment, celui qui est au pouvoir ne veut pas partir. Parce que s'il s'en va, on va lui réclamer des comptes. Donc, il continue de rester au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 1990, nous avons proposé, et ça a été adopté un peu partout, qu'il y ait un statut pour l'opposant, le chef de l'opposition, qu'il y ait un statut d'ancien chef d'État avec une retraite pour le chef d'État et un minimum de conditions pour le mettre un peu à l'aise, qu'il ne soit pas, pour le mettre à l'abri des nécessités. Bon, mais nous avons vu que toutes ces mesures aussi, ça a encore échoué. Justement, Maître Robert Dossou, Mais parce qu'on n'a pas d'État. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question également. On constate en Afrique, et pour la plupart du temps, que la plupart des chefs d'État qui accèdent au pouvoir ont ce désir irrésistible. Malgré la parole, malgré l'honorabilité, malgré toute chose, ils ont ce désir irrésistible de s'éterniser au pouvoir. Pourquoi? Est-ce le système politique qui les rend prisonniers ou c'est le pouvoir qui a quand même quelque chose d'atypique? On a vu Macky Sall dans tous ces tours. Je cite à la fois Montesquieu et Bertrand de Jouvenel. Et je dis que tout, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir lui-même, au cœur du pouvoir. C'est le pouvoir parce que tout pouvoir a tendance à s'agrandir et à dominer tout le monde. Et lorsque le pouvoir pousse et devient absolu, eh bien, il brise tout le monde de manière absolue. Donc, chaque pouvoir doit tirer sur lui-même pour se donner des limites. Si un pouvoir ne se donne pas les limites, eh bien, il faut qu'il y ait des organes qui l'obligent à la limite. Mais lorsque le pouvoir casse tout ce qui peut et bouge tous les circuits qui peuvent lui donner des limites, eh bien, il n'y a plus de limites. Oui, aujourd'hui, c'est pour cela que les Africains gens ne bougent pas. Ne veulent plus de troisième mandat. Alors, pour vous, qui avez quand même contribué à la rédaction de plusieurs constitutions en Afrique, par quel mécanisme aujourd'hui on peut barrer le chemin? Non, je vais vous dire une chose, il n'y a pas un mécanisme à inventer. C'est le respect des droits humains. Toute grève, toute révolte que vous voyez quelque part, c'est qu'il y a quelque part à ce moment-là, à cet endroit-là, un droit humain, un droit de l'homme qui est brisé. Mais parfois les grèves sont manipulées. Oui, mais il faut éviter ça. Mais c'est en faisant la vigilance au cœur des syndicats qu'il n'y a pas l'abus. Il faut, si la transparence existe, si la transparence est établie, que le dialogue est constant, et il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus cela. Mais il y a aussi un autre problème. Le problème, c'est l'État lui-même. Nous n'avons pas d'État, parce que l'État est une institution que et gouvernants et gouvernés doivent intégrer. Nous n'avons pas intégré, si bien que le degré de juridicité de la part de nos citoyens, c'est-à-dire l'attachement à la règle de droit, est faible, très faible. Et c'est ça qui fait qu'on peut corriger, on peut faire des amendements de constitution n'importe comment. Merci. Alors pour conclure, à l'endroit notamment sur cette mésentente qui subsiste entre les dirigeants africains et les patrons des juntes au pouvoir. On a vu avec le retrait du Mali, du Niger, du Burkina, de la CEDEAO. Non, les responsables de la CEDEAO n'ont commis, à mon point de vue,
à cet égard-là, aucune faute. Je l'ai dit, que ça plaise aux uns, que ça déplaise aux autres, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte additionnel adopté par la CEDEAO en février 2012 qui a fixé les sanctions que l'on doit administrer en cas de rupture de constitutionnalité. Or, la CEDEAO l'a appliqué, particulièrement au Niger. Et même l'intervention armée est prévue dans cet acte adopté unanimement par tous les États membres de la CEDEAO. Alors, ce que je constate, c'est que quand c'est les militaires qui prennent le pouvoir, ils appliquent ça avec une rapidité. Mais lorsque c'est celui qui est au pouvoir lui-même qui tord le cou à sa propre constitution, on ne dit rien. Moi, je réclame que désormais, les gouvernements membres des États membres de la CEDEAO appliquent et que quand le gouvernement d'un État n'applique pas, que la CEDEAO sanctionne ce gouvernement, au moins par la suspension. Ce qui s'est passé au Sénégal, immédiatement, moi j'attendais à ce que la CEDEAO suspende le Sénégal qui ne devait plus siéger dans les organes de la CEDEAO jusqu'à ce que la situation au Sénégal redevienne normale. Et l'Union africaine attend souvent les communautés économiques régionales. L'Union africaine attend qu'eux prennent les sanctions pour qu'eux aussi prennent, tant qu'ils n'ont pas pris à la base. Donc le Bénin a été cohérent dans la crise au Niger? Ah, pour moi, oui. Le Bénin a... Non. Quel que soit le problème que ça nous pose, la réalité, c'est que les instruments de la CEDEAO, pour une fois, ont été exécutés. Merci à vous, Maître Robert Maintenant, je suis Dossou. heureux, ceci dit, je suis heureux que les choses se normalisent et qu'on veuille ouvrir la frontière et que les militaires sont imposés au pouvoir, mais on ne peut pas les sanctionner ad vitam aeternam parce que nous-mêmes, nous en souffrons. Les Nigériens aussi en souffrent, donc il faut mettre fin à ça. Mais il faut s'attaquer aux problèmes à l'interne de chacun des États membres. Parce que le protocole additionnel de 2001 a prévu dans son article 1er convergence constitutionnelle. Nous devons avoir les mêmes types de constitution, de régime politique, et nous devons veiller à ce que ces régimes politiques durent et sans accroc et sans contorsion non plus. Merci à vous, Maître Robert Dossou. Chers amis internautes, de façon sommaire et expéditive, on retiendra de cet entretien que Maître Robert Dossou, ce 19 février de l'année 2024, qui a 34 ans que s'ouvraient les assises de la Conférence nationale des forces vives de février 90, il a des émotions fortes. Il a eu à faire un peu d'histoire pour nous plonger un peu dans l'histoire. Pour lui, Mathieu Kérékou lui a donné une confiance inédite, jamais manifestée à son égard, ce qui a contribué véritablement à la tenue des assises de la Conférence nationale de février 1990. Il a justifié certains choix effectués en son temps. Il a rappelé le bien fondé de certaines options. Il a également évoqué la composition du Parlement révolutionnaire. Il a rappelé au cours de cet entretien les deux objectifs qui se sont donnés la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Il a fait savoir que le passage pacifique a été pleinement atteint, mais le second pour lui aujourd'hui est remis en cause avec le multipartisme intégral qui a été remis en cause avec les réformes politiques qui ont été opérées en 2019. Je cite, « Nous devons mettre l'homme au cœur de tous nos projets », fin de citation, a eu à laisser entendre Maître Robert Dossou au cours de cet entretien. Celui qui est au pouvoir doit chercher tous les matins à savoir ce que dit son opposition sur lui et sur sa politique, a fait savoir également l'ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien président du comité préparatoire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 au Bénin. Parlant du Sénégal, il a fait savoir qu'il a été agréablement surpris et plus qu'enchanté de la décision du Conseil constitutionnel. Pour lui, cette décision doit faire exemple à toutes les cours constitutionnelles de l'Afrique. Il a fait savoir également que le corps électoral doit être convoqué le plus tôt possible pour que les élections se tiennent avant le 2 avril prochain. Parlons du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Pour lui, on n'est pas en démocratie parce que partout il y a les militaires. La démocratie n'est plus de mise. Il a rappelé les conditions d'interpellation d'un avocat dans l'espace UEMOA. Ainsi, parlant du cas
cas du Burkina Faso. Il a également eu à partager avec nous ce qu'il pense du panafricanisme qui se fait monter de plus en plus en Afrique. Et en fin d'émission, il a eu à opiner sur le conflit entre le Bénin, le Niger et la CEDEAO. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Merci. Bien. Merci à vous, Maître Robert Dossou. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien bâtonnier, ancien ministre, ancien diplomate, président du comité préparatoire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Merci à vous, chers amis internautes, et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.